vois que la salle est pleine de garçons, ça fait plaisir. Sur ces questions-là, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir le professeur Pierre Marès et Madame Sonia Biche pour une table ronde qui s'intitule « Le regard croisé entre le praticien et la femme militante sur les questions des violences obstétriques et gynécologiques ». Alors Sonia Biche, vous êtes fondatrice et porte-parole du collectif VOG, Violences obstétriques et gynécologiques, que vous avez fondé en 2017. Alors ce collectif recueille des témoignages, accompagne et informe les jeunes femmes et les femmes sur leurs droits lors de l'accouchement, mais aussi pendant toute leur vie gynécologique. Et le collectif se compose de patientes, de professionnels de santé, de doulas, etc. Mais je pense que vous nous en parlerez. Et il sensibilise les médecins, les soignants, le tout en écriture inclusive, plein de E, plein de tirés, plein de points, à la prise en charge respectueuse des femmes et aux impacts dramatiques des violences sur la santé globale. Et puis, le professeur Marès, vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Nîmes, chef du pôle femmes-enfants, ex-chef de pôle, effectivement. Vous travaillez depuis plusieurs années avec une équipe pluridisciplinaire sur l'application des méthodes thérapeutiques qui permettent de diminuer, voire de mettre fin aux douleurs pelviennes, dont souffrent de nombreuses femmes, quel que soit leur âge ou leur pathologie. Et vous menez depuis plusieurs années, et quasiment depuis vos débuts, une réflexion éthique autour de votre pratique, mais aussi, vous travaillez aussi sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et vous intervenez notamment dans le DU prise en charge de violences faites aux femmes, qui est enseigné à Grenoble et à Paris-Descartes. Donc je vous remercie vivement de participer à la 12e édition du Festival de lutte contre les discriminations, d'avoir accepté de nous donner de votre temps pour nous éclairer sur ces sujets dont on ne parle finalement que très peu et depuis pas très longtemps, et c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas importants. Donc on va commencer par Sonia Biche, qui devrait nous parler des violences obstétricales et gynécologiques entre tabou, déni et impunité, et les impacts sur la santé des femmes, des filles, des bébés et des familles. Et puis bien sûr rajouter des personnes LGBT aussi, puis qui sont victimes du coup de ces violences également. Alors je vous remercie déjà à toutes d'être présentes, c'est précieux, c'est vrai de parler de ces sujets-là. Et puis comme il fait beau à Montpellier aujourd'hui et qu'il y a l'appel de la plage, je vous remercie infiniment d'avoir été présente. Et je remercie toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo plus tard. Alors, on va parler donc, des violences obstétricales et gynécologiques. Donc c'est sûr que ça peut parfois voilà, être... on parle de violence, donc ça peut réveiller des choses, ou ça peut... Voilà, donc, surtout, sachez que c'est normal en fait et que voilà, il n'y a pas une obligation à rester s'il y a des choses dont on parle qui ne sont pas agréables pour vous. Nous à Stop Vogue, on recueille donc les témoignages des victimes et des témoins de ces violences. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez nous contacter ou après la conférence, nous poser des questions, voilà, venir nous voir ou les prochains jours, vous n'hésitez pas, on sera absolument ravis du coup de répondre à vos questions et vos propositions de témoignages si vous en avez. Et on accueille aussi toutes les bonnes volontés qui veulent militer avec nous, parce qu'il y a tellement de choses à changer dans la gynécologie et l'obstétrique française qu'on accueille toutes les bonnes volontés qui veulent militer avec nous bénévolement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux, donc c'est stopvogue.fr ou alors par mail, c'est stopvogue@gmail.com. Donc vous m'avez un peu présenté, donc moi Sonia Biche, j'ai créé le collectif donc en 2017. Et puis, donc, je suis devenue patiente experte par les recherches que j'ai faites, que ce soit les recherches scientifiques, nationales, internationales, et puis par mon vécu aussi de victime de violences obstétricales et gynécologiques, et de par tous les témoignages qu'on a reçus à Stop Vogue, on en a en moyenne 200 par mois. Donc c'est vrai qu'on commence à... on comprend vraiment les mécanismes de ces violences et du coup l'impact que ça a sur les personnes. Et c'est pour ça qu'on a à cœur d'informer le grand public sur ces violences, sur les droits, parce qu'on informe trop peu les jeunes notamment sur les droits, sur la première visite gynéco, etc., sur l'accouchement. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a plein de choses à savoir avant même d'être enceinte en fait.
Donc nous, on a à cœur vraiment d'informer le grand public et de rehausser vraiment le niveau de conscience de notre société sur tout ça, parce que non, c'est pas, au bout d'un moment, c'est pas des questions taboues. Enfin, on devrait pouvoir parler de la gynéco, de l'obstétrique sans que ce soit la honte ou je sais pas quoi. Enfin, finalement, c'est un sujet qui est complètement, qui fait partie de toute notre société. Puis ça concerne aussi les hommes finalement. Donc ça serait bien, voilà, que ça devienne un peu un sujet qui sorte du tabou, quoi. Au niveau du rôle du collectif, donc Stop Vogue, que j'ai créé en 2017. Alors, donc nous, on accueille, on conseille les victimes de violences, on récolte leurs témoignages, donc on les conseille sur les recours, les thérapies, etc. Et puis également, on diffuse des témoignages en anonyme si elles le souhaitent. Donc ça permet de briser le déni et puis de montrer aux professionnels de santé, en fait, les conséquences, puis qu'ils aient un retour sur leur pratique. Parce que jusqu'à présent, notamment les témoignages, il n'y avait ni les lieux où ça s'était passé, ni les années. Et puis on avait un retour des professionnels qui nous disaient c'est jamais chez moi, et puis c'était il y a longtemps, ça n'existe plus. Donc maintenant, le fait qu'il y ait ces témoignages qui soient publiés, ça permet de briser le déni, puis on se rend compte que non, c'est encore actuel, et puis que c'est aussi de partout, quoi, malheureusement. On agit auprès des politiques pour que ça devienne une question de santé publique. Voilà, on a des revendications pour que ça puisse changer. On agit également au niveau des pros de santé des étudiants pour faire des formations. On donne des formations Stop Vogue en tant que patiente experte. On en a donné une à Lyon-Est et on en a donné une aussi dans une fac, une école de sage-femme qui est à Bruxelles. Donc on a des excellents retours à chaque fois. Et puis on milite aussi pour qu'au niveau de notre justice, il y ait l'impunité qui cesse. Parce que ces violences, une fois qu'on est victime une fois, malheureusement on est victime 2 fois ou 3 fois parce que notre société déjà elle entend très peu. D'autant plus quand c'est des violences peut-être obstétricales où là on renvoie la mère au fait que elle est encore en vie avec son bébé en vie, donc de quoi elle se plaint. En gros, tant qu'on est en vie, on se plaint pas. Donc, quand on n'est plus en vie, on peut plus. Donc finalement, il n'y a pas tellement de place pour que les mères se plaignent. Finalement, dans cette société, c'est un peu bizarre. Donc non, on a le droit de se plaindre. Et surtout après, malheureusement, il y a beaucoup de plaintes classées sans suite. C'est assez compliqué de faire reconnaître son préjudice. Nous, on accueille, on accompagne bien sûr pour les recours, mais ça n'empêche qu'on milite pour que cette impunité, elle cesse et que ce soit moins compliqué pour les victimes. Dernièrement, vous avez peut-être entendu, on a médiatisé une affaire de Tenon, qui est celle de ce professeur Émile Daraille, donc gynécologue, qui est un grand spécialiste de l'endométriose. Et en fait, actuellement, il est visé par 25 plaintes au pénal pour viol sur mineur et viol en réunion. Et juste pour illustrer un petit peu l'impunité de ces violences obstétricales et gynécologiques, souvent les femmes victimes de violences ont dit elles n'ont qu'à porter plainte, voilà. Si c'était si simple, en fait, ça se saurait, parce que là, en l'occurrence, 25 plaintes au pénal, et ce professeur est toujours en poste à l'hôpital de Tenon. Voilà, il n'est même pas suspendu de manière temporaire, rien du tout. Et donc ça illustre la complexité de la chose et le fait qu'à Stop Vogue, on a vraiment besoin de toutes les bonnes volontés pour militer parce qu'il y a encore du boulot. Donc je mettais, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, clairement on a 200 témoignages par mois de violence, qui se rapprochent de ce qu'on voit à l'hôpital Tenon. Alors ces violences obstétricales et gynécologiques, elles sont généralisées malheureusement en France. On a un rapport qui date de juin 2018 qui le dit. C'est le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc ce rapport, il est brillant, il y a eu énormément d'auditions, il cite des recommandations précises pour enrayer ces violences. Malheureusement, depuis 2018, 4 ans, il n'y a rien mis en place par notre gouvernement. Donc ça ne peut pas changer tout seul. Donc c'est vrai que si jamais il n'y a pas de mesures mises en place, nous on fait un travail bénévole pour rehausser le niveau de conscience de notre société, mais c'est important qu'il y ait des mesures clairement de contrôle des pratiques, d'évaluation des pratiques médicales, puis de contrôle, et puis de formation des professionnels, d'information du grand public sur les droits, sur les bonnes pratiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de revendications qu'on a aussi à Stop Vogue. Et c'est vrai que sans l'engagement des politiques, sans volonté politique, ça change moins vite. Et je mettais juste,
Donc les autrices des vogues sont les professionnels de santé. Et dans ce rapport, ils mettent que c'est systémique parce qu'en fait, c'est aussi lié à un système. Donc c'est pour ça que c'est aussi généralisé, en fait, finalement. Alors, que sont les violences obstétricales et gynécologiques? Alors, je commencerai juste par la définition de la bonne santé de l'OMS. Alors, c'est pas juste une absence de pathologie, de maladie. En fait, la bonne santé pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un bien-être physique, mental, social. Voilà, c'est une bonne santé globale. Et donc, en fait, quand on dit à une mère qui se plaint de son accouchement, des violences qu'elle a subies, qu'elle est encore en vie, bah, ça ne marche pas parce qu'en fait, quand on est traumatisé, bah, on n'est pas en vie, on n'est pas en bonne santé, je veux dire. Et quand beaucoup de personnes se plaignent, enfin dénoncent des viols gynécologiques, on sait que le viol c'est une arme de guerre, ça détruit sans que ça se voit. Donc il ne faut pas minimiser en fait ces violences, comme si quand ça ne se voit pas, il n'y a rien en fait. Hein. Ça serait psychologique, dans le sens ça n'existe pas. Donc que sont ces violences? Donc en fait on a donc, le non-suivi par les professionnels de santé des recommandations de bonnes pratiques. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire que forcément des médecins qui ont fait 10 ans d'études suivent des bonnes pratiques médicales et font tout pour votre bien. Et bien bizarrement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des personnes qui ont des mauvaises pratiques parce que ces personnes ne connaissent pas les bonnes pratiques peut-être, ou les ont appris il y a longtemps, puis du coup les ont, comment dirais-je, reproduisent la même chose qu'ils ont appris sans se remettre en question. Donc du coup, ça fait des mauvaises pratiques qui ne sont plus à jour, mais qui n'évoluent pas parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de contrôle des pratiques médicales. Donc finalement, c'est un peu la porte ouverte à pas mal d'abus, malheureusement, parce que quand il n'y a pas de bonne pratique médicale, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc voilà, c'est un peu difficile, c'est parole contre parole, donc c'est sûr que là, on retourne encore à l'impunité. Donc des mauvaises pratiques médicales, je vais vous citer par exemple frottis avant 25 ans. Donc ça, selon la Haute Autorité de la Santé française, il ne faut absolument pas de manière systématique, c'est des cas rares, bien précis, après des questions précises et voir des antécédents médicaux, etc. Mais ça n'a vraiment pas de sens de manière systématique et c'est extrêmement rare quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est important. 25 ans de frottis. Pareil, ne pas être entièrement nu pour une visite gynécologique, par exemple, ça c'est une mauvaise pratique encore, ça va plus vite pour les pros de santé et c'est moins bien pour nous. Il y a des positions sur le côté, par exemple, qui permettent d'être plus à l'aise, etc. Et puis, au moment de l'accouchement, il y a l'expression abdominale, notamment, qui vise à appuyer sur le ventre de la mère extrêmement violemment pour faire sortir le bébé. Or, le bébé n'est pas un bouchon de champagne, et ça entraîne des lésions physiques sur la mère et l'enfant, qui sont extrêmement graves. C'est pour ça que cette pratique est interdite depuis 2007. Et malheureusement, elle a toujours cours dans nos maternités, on a des témoignages qui le prouvent. Ensuite, donc, il y a les bonnes pratiques médicales qui sont importantes de suivre. Et il y a également le consentement libre et éclairé. Alors malheureusement, ça c'est trop peu connu et suivi par les professionnels de santé parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas forcément le temps, parce que beaucoup croient que quand on rentre dans un cabinet gynécologique, son consentement il est implicite. Vous voyez, c'est un peu archaïque de penser ça parce que dans un cabinet gynéco, si on arrivait et qu'on accédait à tout ce que voulait le praticien, ce serait quand même compliqué. Au même titre que, je sais pas, moi, si on accepte d'aller chez quelqu'un, on ne consent pas à ce qu'il nous fasse tout ce qu'il veut. Donc c'est pareil en fait. Mais les médecins, ils oublient ça parce qu'ils ont une formation extrêmement élitiste qui est qu'ils ont été très peu remis en cause. Et même nous, dans notre société, on a une image d'Épinal des médecins qui fait qu'on se dit forcément si c'est un médecin, forcément il a voulu mon bien, forcément il a fait des bonnes pratiques, alors que absolument pas. C'est pas du tout systématique. Tous les médecins ne se valent pas, ça c'est clair. Et ensuite, on se rend compte vraiment qu'il n'y a pas des pratiques qui sont toujours en accord, notamment au moment de l'accouchement, qui ne sont pas du tout en accord avec les besoins. Ça arrange. Il y a des pratiques qui sont faites juste pour arranger un système. Donc c'est extrêmement scandaleux, tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est juste la réalité. Il y a des actes d'examen médicaux également qui sont faits alors, sans anesthésie efficace. On a des témoignages de césarienne à vif, de vision à vif, etc., où les femmes disent qu'elles sentent, mais on ne les croit pas. Il y a des mépris de la douleur, par exemple. On a
des victimes, des personnes qui souffrent d'endométriose, qui ne sont pas écoutées pendant des années, donc ça entraîne une perte de chance évidente pour leur santé. Et puis il y a des actes médicaux, comme je vous disais, qui ne sont pas en accord avec les besoins. Donc notamment au moment de l'accouchement, ça va être des déclenchements pour rien, des épisiotomies pour rien, etc. Et donc les actes médicaux, autant ils sont extrêmement nécessaires quand il y en a besoin, mais ils sont délétères quand il n'y en a pas besoin, parce qu'ils peuvent entraîner des complications. Donc c'est important qu'ils soient ajustés aux besoins et qu'ils soient faits dans les bonnes pratiques. Voilà, puis on a également énormément dans les témoignages de sexisme, d'infantilisation, de jugement, et plus on risque de souffrir de discrimination, que ce soit du racisme, de son orientation sexuelle, etc., et plus du coup on risque de subir des violences également. Et comme je vous disais, donc un acte médical qui n'est pas justifié médicalement, c'est une violence. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'épisiotomie. Alors, on a une enquête du Monde, du journal Le Monde, qui a été réalisée. En fait, ils ont demandé à toutes les maternités les actes médicaux par maternité. En fait, il y a eu l'épisiotomie, il y a eu les forceps, déclenchements, etc. Et on se rend compte, par exemple, dans le cas de l'épisiotomie... Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste expliquer l'épisiotomie ? Alors, l'épisiotomie, c'est au moment de la naissance. Au moment de la naissance, il y a des professionnels. Alors, c'est vrai qu'on n'informe pas forcément les femmes au moment de la préparation à l'accouchement, et c'est super important de le faire. C'est pour ça que j'invite les jeunes à se renseigner par elles-mêmes sur Internet aussi, parce qu'il y a des super préparations à l'accouchement, et les professionnels de santé ne vont pas forcément vous informer sur vos droits, sur les bonnes pratiques, etc. Et notamment l'épisiotomie, c'est au moment de la sortie du bébé, où en fait la sage-femme ou le gynécologue coupe le périnée de manière transverse pour faciliter la sortie du bébé et l'accélérer. Or, avant, il y a presque 20 ans, pas loin de 20 ans, on pensait que ça évitait les déchirures graves du périnée. Or, maintenant, on sait que ça ne les évite pas. Le problème, c'est qu'il y a toujours des pros de santé qui croient ça. Donc, du coup, il y en a qui abusent de cette pratique. Et clairement, il vaut mieux une petite déchirure qu'une épisiotomie parce que c'est extrêmement douloureux à se remettre. Et ensuite, quand on connaît la physiologie de l'accouchement, qu'on se renseigne, ce que c'est qu'un accouchement, comment il se passe bien, pourquoi, comment, etc., on se rend compte que si on est dans une autre position que la position allongée, c'est vachement mieux pour le périnée. Donc en fait, il y a plein de choses qui nous permettent de nous rendre compte qu'en fait, on facilite la naissance si on a de l'information. Et donc, pour prendre l'exemple de l'épisiotomie, de manière nationale, pour le premier enfant, on a un taux de 35% d'épisiotomie, donc 35%, et il y a des maternités qui sont à 1%. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, il y a des maternités qui sont beaucoup plus, d'autres à 1%, et en fait, c'est ça, en fait, comment vous dire, les actes médicaux, ils ne sont pas fonction des besoins des femmes, mais ils sont plus fonction de tel ou tel professionnel, telle ou telle maternité, vous voyez, ou telle préférence. Et donc, du coup, ça, c'est un problème parce que nous, on voudrait que toutes les femmes qui soient déclenchées, elles aient vraiment besoin d'être déclenchées. Qu'elles ne soient pas déclenchées parce que ça arrange un système. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait tant de femmes qui accouchent par jour. Donc, voilà, ça, c'est important parce qu'après, ça entraîne, encore une fois, plus de complications quand il n'y a pas besoin des actes médicaux. Je vais revenir sur la loi Kouchner. Donc, c'est le fait que, donc, il date de 2002 sur le droit des patientes. C'est le fait que tout professionnel de santé a obligation de vous demander votre accord afin de faire un acte médical, un examen médical. C'est une obligation de la loi française. Malheureusement, on se rend bien compte que quand on est chez le gynéco, alors ça arrive sûrement à des personnes qu'on leur demande leur accord, qu'on leur explique ce qu'on va leur faire et qu'on attend qu'elles soient prêtes, mais c'est pas toujours le cas, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important que ça change, parce que c'est une loi et parce que c'est important qu'il y ait le respect de notre intégrité, le respect de notre corps, et qu'on nous voit comme des partenaires plutôt que comme des personnes passives à qui on peut imposer des actes médicaux. Nous, on a des témoignages de viols gynécologiques, parce que ça, c'est, dans notre société, on avait, il y a quelques années, cette image du viol qui était dans le métro ou par un inconnu muni d'un couteau. Et grâce à toutes les orgas féministes, nous toutes, etc., on se rend compte que non, ça va avoir beaucoup dans les familles, ça a lieu aussi dans les couples, la plupart du temps par quelqu'un qu'on connaît. Donc ça, c'est un déni
comment dire, une omerta, un déni qui s'ouvre là-dessus. Et bien, il faudra aussi que notre société elle réalise qu'il y a des viols qui ont lieu dans les cabinets gynécologiques commis par des médecins. Et ça, c'est sûr que c'est pas encore vraiment compris, que ça a le même impact en fait que les autres viols. Il n'y a pas des faux viols et des vrais viols. Il n'y a que des viols qui sont en fonction de la loi française qui est toute pénétration par surprise, menace ou douleur. Et en fait, ça c'est vraiment la définition de la loi française et donc c'est ce qu'on a dans nos témoignages et qui entraîne des traumatismes extrêmement graves. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'expression abdominale. Donc c'est le fait d'appuyer sur le ventre de la mère au moment de la naissance. C'est une pratique qui est dangereuse, qui est interdite depuis 2007, malheureusement qui a toujours cours dans nos maternités. Donc nous on a fait un hashtag en diffusant des témoignages, c'était l'année dernière de mémoire. Alors, que ne sont pas les violences obstétricales et gynécologiques? Alors c'est pas parce que les femmes ne comprennent pas. Si jamais on leur explique, ça ne va pas mieux marcher. Ce qui est important, c'est que les professionnels de santé, ils respectent la loi, ils respectent les bonnes pratiques médicales et ils respectent le corps des femmes, des filles et de toutes les personnes assimilées, les personnes LGBTQI, etc. Ça, c'est très très important de replacer le point de vue en fait et qu'on arrête de culpabiliser les femmes en disant que c'est de leur faute en fait, qu'elles n'ont pas compris, elles sont un peu chochottes, bêtes, etc. Ce sont de vraies violences, il n'y a pas de fausses violences ou de vraies violences. Donc c'est pas une mauvaise communication, c'est pas des dépressions, c'est pas des plaintes hystériques, c'est pas lié au processus de l'accouchement et du coup des femmes qui auraient, comment dirais-je, qui se seraient trompées en fait, elles auraient dit on m'a fait subir des violences, mais en fait c'est l'accouchement, enfin elles se plantent pas en fait les femmes, quand elles disent qu'on les a violentées, c'est vraiment qu'on les a violentées, donc il faut les croire, c'est important. Voilà, et quelques bonnes pratiques en gynéco, donc je vous en ai parlé un petit peu déjà dernièrement. Donc c'est le fait donc pas de frottis systématique avant 25 ans, et puis vous avez donc de ne pas être entièrement nu lors de la visite gynécologique, et vous avez la position sur le côté également. Donc ça c'était pour vous reparler un petit peu donc, des bonnes pratiques. Et il y a Gynenco, donc c'est un annuaire de professionnels de santé qui ont été recommandés. Donc n'hésitez pas à aller voir cet annuaire sur internet. Il faut toujours rester vigilante quand même parce que c'est jamais 100% bon, mais c'est déjà un premier pas. Alors le terme de violence, pourquoi le terme de violence? En fait, on a beaucoup de professionnels de santé, des gynécos, des obstétriciens qui nous ont envoyé que ce terme de violence, il était quand même violent pour eux, que c'était beaucoup de gynéco-bashing, et puis que quand même, valait mieux utiliser le mot maltraitance. Il y a une histoire de vocabulaire qu'il fallait changer en fait. Donc nous, ce qu'on explique, c'est que ce terme violence, c'est pas pour accabler les gynécos ou pour dire qu'ils sont très méchants et qu'ils ont une volonté de nuire. En fait, nous on explique que c'est le point de vue plutôt des personnes qui subissent ces violences, qu'en fait quand on est victime, on a des conséquences extrêmement graves pour sa santé, on le verra plus tard. La plupart du temps, ces personnes elles souffrent de stress post-traumatique, donc c'est le fait d'avoir des images non-stop dans la tête des violences qu'elles ont subies, incapable tout le temps. C'est plus une vie en fait, hein, et puis si elles n'ont plus du tout d'énergie, elles ne peuvent plus rien faire. Donc pour reprendre sa vie professionnelle, c'est l'horreur, etc. Enfin, il y a vraiment, je vous détaillerai plus tard les conséquences, mais en fait il y a des conséquences désastreuses pour la santé à long terme, hein, c'est pas juste comme ça psychologique parce que c'est des chochottes qui n'ont pas compris qu'on les avait en fait pas violentées, que c'était pour leur bien. Ce sont des violences réelles qui ont un impact réel et c'est pas le point de vue des professionnels ce terme de violence. Donc ça, c'est important qu'ils le comprennent, que c'est vraiment par rapport aux conséquences que ces actes ont sur la santé réelle des personnes qui les subissent. Si vous voulez, dans tous les domaines de notre société, il y a des personnes plus ou moins bienveillantes et compétentes. C'est comme ça, on n'est pas dans un monde de bisounours, vous voyez, et la médecine, elle est à l'image de notre société. Donc il y a des personnes plus ou moins compétentes, plus ou moins bienveillantes. Cette image d'Épinal, c'est vrai qu'il faut en sortir, parce que c'est des humains comme les autres, en fait, les médecins. Et du coup, la seule différence avec un autre métier, c'est qu'en fait, quand on est en médecine, on a un pouvoir de nuisance bien plus grand. Surtout quand on est en gynécologie et en obstétrique, parce que on a accès au corps des femmes, on a accès à leur intimité. Et donc, en cas de déviance, ou en cas de mauvaise pratique, en cas de malveillance, d'incompétence,
et bien là, ça entraînera des traumatismes de viol qui sont bien réels, même s'ils ne sont pas faits par un inconnu dans un métro ou je ne sais pas où. Donc c'est hyper important qu'il y ait de la bienveillance, qu'il y ait de la compétence dans ces domaines-là aussi. Et il n'y a pas besoin, justement, de ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de vouloir nuire pour nuire à quelqu'un. Il suffit parfois du sexisme, donc de ne pas croire en fait ce qu'une femme nous dit ou de ses douleurs, parce qu'on se dit de toute façon être une femme c'est souffrir tout le temps, ou alors juste manquer d'empathie, ou juste par ignorance aussi. Des pros de santé qui ne connaissent pas les bonnes pratiques médicales parce que ça fait 20 ans qu'ils font toujours la même chose et puis au bout d'un moment l'expression abdominale ils pensent que ça sert à quelque chose et puis les bonnes pratiques c'est par-dessus la jambe parce qu'ils n'ont pas le temps de lire les recommandations, ce qui arrive dans plein de métiers en fait, hein. C'est juste qu'en médecine il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de contrôle. La différence c'est qu'il y a plein de domaines où en fait on va évaluer vos pratiques. Et vous êtes obligé de vous remettre en cause et de mettre à jour vos pratiques parce que sinon vous ne bosserez plus. Mais en médecine, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de contrôle de mise à jour des pratiques. Et donc, le fait, il n'y a pas d'évaluation du respect de la loi Kouchner, il n'y a pas d'évaluation pour savoir si l'épisiotomie, elle est faite au bon moment ou pas. Il n'y a pas de contrôle. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est étonnant, mais c'est un domaine où il faudrait qu'il y ait plus de contrôle parce que ça a à voir avec la santé des personnes et c'est extrêmement grave quand même. Enfin, je veux dire, ils ont des vies entre les mains, c'est pas rien. Donc c'est bien plus grave que dans d'autres domaines, mais dans d'autres domaines, les gens sont évalués et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et en médecine, il y a malheureusement l'impunité quand il y a des violences de commises. Alors, je voulais revenir sur le déni également. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à soulever. Le déni, c'est le fait de ne pas voir la réalité. En fait, on se confronte beaucoup à ça avec Stop Vogue parce que on comprend que ce soit pas simple en fait de voir la réalité. Et le déni, c'est vraiment un mécanisme qui est très profond, qui est inconscient, qui est là pour nous, pour nous protéger de la folie. Et en fait, il y a plein de professionnels de santé qui sont dans ce déni. Et moi, je comprends que ce soit difficile de voir que pendant des années, on n'a pas fait la loi Kouchner, et puis on croyait qu'au bout d'un moment, les femmes, elles étaient là pour des frottis, et on leur faisait même de force quand elles ne voulaient pas, parce qu'on pensait leur sauver la vie. J'entends que ce soit difficile de réaliser que certaines personnes aient agi en voulant bien faire, mais qu'ils aient mal fait, et que du coup, ce soit difficile à réaliser. Donc c'est contre ça, en fait, qu'on se heurte actuellement. Beaucoup de déni, notamment des professionnels en gynécologie et en obstétrique, parce que je pense qu'il y a eu ils n'ont jamais eu de remise en cause en fait de leur pratique. C'est vrai que c'est un peu le début, et du coup ils ont beaucoup de mal à réaliser qu'il faut changer beaucoup de choses. Donc ce que je mettais, un certain croit sincèrement bien faire, quand d'autres violentent volontairement. Il y a aussi les deux. Il ne faut pas non plus rentrer que dans les choses édulcorées. Enfin, clairement, notre médecine, on verra tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de sexisme. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'y a pas non plus que des personnes bienveillantes qui font médecine. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de croire les femmes quand elles disent qu'elles ont subi des violences et qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Parce qu'en fait, on a une société quand même assez sexiste qui nous dit que être une femme, ce serait souffrir. Pour être belle, pour accoucher pendant ses règles, enfin la liste elle est assez longue. Donc au final, pourquoi la soulager de l'accouchement, vu que c'est normal, pourquoi la soulager de l'endométriose et la soigner, puisque de toute façon c'est normal. Donc en fait, tout ce sexisme dans notre société, ça entraîne des pertes de chance évidentes pour la santé. Ça fait qu'on ne va plus soigner les femmes qui ont de l'endométriose pendant 7, 10 ans, voire beaucoup plus, au vu des témoignages qu'on a. Et du coup, la pathologie, elle continue et voilà, on ne trouve pas de traitement. Alors, je voulais revenir sur le fait que les violences obstétricales et gynécologiques font partie des violences sexistes et sexuelles. Nous toutes à dénoncer vraiment ces violences sexistes et sexuelles dans notre société. Et en fait, les violences obstétricales et gynécologiques, il y a exactement les mêmes mécanismes en fait. Il y a les mêmes conséquences psychotraumatiques avec le stress post-trauma qui est le même que pour les victimes de guerre, d'attentats, de viols, d'inceste, de violences conjugales, etc. Il y a la même sidération. D'autant plus, finalement, quand c'est un médecin, quand il fait des pratiques qui sont mauvaises, une pénétration sans consentement hyper douloureuse, on lui dit d'arrêter, il continue, on est complètement sidéré parce qu'on se dit c'est pas possible, un médecin ne peut pas agir comme ça. Donc ça participe vraiment à la sidération, au fait que les victimes, elles fassent rien en fait, ou elles sont extrêmement choquées.
Et c'est normal, c'est pas pourquoi t'es pas parti, pourquoi tu l'as pas giflé, pourquoi t'as pas dit ça. Non, en fait, on est sidéré et c'est un mécanisme normal quand on est victime de violence. Je vous donnerai le PowerPoint après pour les personnes qui le souhaitent, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup écrit dedans. Il y a la même stratégie également des agresseurs pour les violences sexistes et sexuelles, pour les violences obstétricales et gynécologiques, avec l'inversion de la culpabilité. Donc c'est toujours les femmes qui ne comprennent pas, c'est les femmes qui sont chochottes, ou les personnes qui subissent ces violences, encore une fois, et pas que les femmes et les filles. Donc c'est l'inversion de la culpabilité. Et puis on constate aussi que souvent les agresseurs ils construisent en fait leur impunité en étant vraiment reconnus aussi dans le milieu. Le professeur Daraï de Tenon, donc, qui est visé par 25 plaintes au pénal, il était secrétaire du Collège national des gynécologues obstétriciens français, donc c'est le collège qui émet les recommandations de bonne pratique au niveau national, et donc il a été secrétaire de ce collège-là. Et c'est vrai que les victimes, quand elles nous envoient leur témoignage, elles ont dit moi j'ai pas témoigné avant parce que personne m'aurait cru, parce que c'est un grand monsieur, parce qu'il est réputé, parce qu'il est recommandé par les associations de patientes. Donc au même titre que les agresseurs de victimes de violences sexistes et sexuelles vont organiser leur impunité, vous voyez, dans plein de domaines pour être reconnus et pour faire taire les victimes, et bien dans le domaine de la gynécologie, on a la même chose. Alors, moi, je voudrais juste dire qu'à Stop Vogue, on croit les victimes, que c'est important qu'elles nous contactent et qu'elles n'hésitent pas à le faire pour nous envoyer leurs témoignages, qu'elles soient témoins de ces violences ou victimes de violences. Alors, la cause de ces violences sexistes et sexuelles, il y a le sexisme de notre médecine qui participe beaucoup. Il y a une enquête de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, donc c'est l'AMNEF, qui a fait une enquête sur le sexisme subi par les étudiantes et les étudiants. Alors je vous invite à voir l'enquête, c'est assez terrible quand même, toutes les violences que les étudiantes et les étudiants subissent. On se demande comment dans ces cas-là les étudiants peuvent être bienveillants derrière. C'est vrai que c'est difficile de se dire qu'ils apprennent leur métier en étant violentés. Et c'est pas gay, mais c'est une réalité. Le premier taux de suicide des étudiants au même âge, c'est les internes en médecine qui se suicident le plus. Donc c'est vrai que on se rend compte que toutes les violences que ces personnes-là subissent, ça entraîne des dommages extrêmement graves et voire le pire. Ah oui, les étudiantes sages-femmes aussi sont extrêmement... prennent beaucoup de ça. C'est une sage-femme, Chantal Birman, qui me le disait, qui est une sage-femme très connue, qui me disait que les étudiantes en sage-femme prenaient beaucoup de médicaments pour arriver à tenir le coup. Donc, voilà, tellement c'était éprouvant. Alors, notre médecine, donc il y a beaucoup de... Je pense que vous avez entendu parler. Alors c'est... Toulouse, c'est peut-être pas trop loin d'ici un petit peu. Il y a des fresques qui ont beaucoup fait parler d'elles à Toulouse notamment. Il y a Oser le féminisme, beaucoup d'organisations qui ont réagi parce que ces fresques sexistes dans les salles de garde, elles sont censées détendre, mais elles détendent pas tout le monde visiblement. Et puis, il y a d'autres personnes qui voudraient se détendre autrement. Quand ils mangent des scènes de viol et des femmes manger des excréments à moitié nues dans des positions pas possibles. Donc ça participe quand même au sexisme global de notre médecine. Et on a un côté très militaire, hiérarchique, pas de participation de patientes encore dans l'enseignement médical, notamment en gynécologie et en obstétrique. Comme au Canada, il y a une participation des patientes depuis 30 ans déjà. Nous, à Stop Vogue, on aimerait beaucoup que ça soit mis en place dès que possible. Et puis, une des causes de ces violences, c'est beaucoup l'impunité. On a une défaillance de nos institutions, que ce soit l'Ordre des médecins, qui a été épinglé par la Cour des comptes pour sa mauvaise gestion des plaintes des patientes. Ça, c'est la Cour des comptes, il y a une petite vidéo sur Internet, et puis je vous mettrai le lien dans le PowerPoint. C'est en quelques minutes qu'ils expliquent qu'il y a une très mauvaise gestion des plaintes. Donc c'est compliqué parce que quand vous êtes victime, vous vous dites je vais porter plainte à l'ordre des médecins, le médecin va être sanctionné, je vais porter plainte en justice, je serai entendu, puis on se rend compte que c'est pas du tout si simple que ça. Et qu'il y a une grande confraternité au niveau de la médecine qui fait que du coup on n'entend pas les victimes, on protège les agresseurs.
Dans le cas du professeur d'Araï, présumé innocent, qui a 25 plaintes au pénal, qui est toujours en poste, on se pose la question, Jean-Jacques Bourdin, qui a eu une plainte pour viol, il a été suspendu de l'antenne, et c'est extrêmement bien. Là, on a 25 plaintes, dont des plaintes de mineurs. Et le professeur est toujours en poste à l'hôpital de Thonon. C'est juste pour vous montrer un peu de poids de mesure ce qu'on a comme problème pour les violences obstétricales et gynécologiques. Donc voilà, donc l'ordre des médecins, les plaintes cassées sans suite. Violence obstétricale gynéco n'est pas dans la loi française. Viol, ça y est. Or, en France, il n'y a qu'1% des viols condamnés. Alors déjà, c'est pas beaucoup. Il y a du progrès à faire. Mais nous, ça n'existe même pas le terme. Donc c'est juste pour vous donner une idée de l'impunité qu'il y a actuellement et ce pourquoi on milite. Et donc on a aussi parfois des femmes qui vont porter plainte pour viol gynécologique en gendarmerie. C'est lunaire, les échanges également, parce que il y a très peu de connaissances des professionnels de la justice, de la police, sur ce qu'est une visite gynécologique normale. Donc beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Donc il y a vraiment besoin de formation aussi des professionnels de la police, de la justice, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et puis une des raisons aussi de ces violences, c'est le déséquilibre. Alors ça, c'est une réalité, le déséquilibre qu'il y a dans la relation de soins avec des médecins, tous sachants qui ont fait 10 ans d'études, et du coup des patientes, des personnes qui sont en attente de diagnostic, en attente de soins. Du coup, même si on connaît ses droits, même si on connaît les bonnes pratiques, c'est quand même difficile de, comment dirais-je, de parler, parce qu'on n'a pas envie de paraître chieuse, on n'a pas envie d'embêter le médecin, on a envie d'être bien vu, puis on a envie de sa prescription, puis on a envie d'être bien soigné, on n'a pas envie qu'il s'énerve et qu'il nous renvoie de son cabinet parce qu'on en a besoin et qu'on a attendu le rendez-vous pendant longtemps. Donc tout ça, ça participe au fait qu'on est vulnérable face à un médecin. Et donc malheureusement, il y en a qui abusent de leur pouvoir médical, qui abusent de leur pouvoir pour violenter, consciemment ou non en fait. Mais ça aura le même impact pour notre santé. Alors, les conséquences donc, sur les personnes, je vous disais, les femmes, les filles et les personnes LGBTQI, elles sont moins bien soignées. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur les médicaments, ils sont testés à 70% sur les hommes, 30% seulement sur les femmes. Donc ça entraîne une moins bonne posologie, ça entraîne plus d'effets secondaires, moins d'efficacité. Donc voilà, ça c'est en France actuellement. Sur l'endométriose qui touche une femme sur 10, il y a actuellement très très peu de recherche. Alors notre président a parlé de donner du budget à la recherche, mais c'est vraiment très très faible par rapport à la quantité de personnes qui souffrent de ça. Et comme on est au niveau 0 actuellement de la recherche là-dessus, il faudrait vraiment qu'il y ait plus d'une recherche par an sur l'endométriose. Et là, avec le budget, ça ne sera pas plus. Donc je vous en parlais de l'endométriose qui est une perte de chance pour la santé des femmes. Voilà, je vais aller là-dessus. Alors qui commet, j'ai encore un peu, je vais aller plus vite, les violences obstétricales et gynécologiques. Alors donc ce sont donc des médecins, des gynécologues, obstétriciens, j'ai mis une petite liste, anesthésistes, ça fait partie des témoignages qu'on a, radiologues, ostéopathes, on a aussi sages-femmes, des internes, externes en médecine, des étudiantes sages-femmes également, qui peuvent être amenées à... On peut leur demander de s'entraîner sur les patientes, mais si on ne demande pas le consentement, c'est une violence. Les étudiants en médecine, vous avez dû entendre peut-être ce scandale de toucher vagineux sur patientes endormies, ça c'était à Lyon. Et en fait, c'était des étudiants qui s'entraînaient à faire des touchés vaginaux sur des personnes endormies qui étaient au bloc et qui ne venaient pas du tout pour ça. Sauf que ça entraîne des traumas après coup, sans qu'on sache pourquoi. Donc il y a aussi des psychologues. Il y a des psychologues qui font, il faut le savoir, de l'autonomie, de la préparation à l'accouchement. Et c'est des personnes qui ne doivent pas être déviantes parce qu'elles ont accès au corps. Et si elles ne demandent pas le consentement, c'est pareil, il y a beaucoup de manipulations aussi et de violences qui sont commises par ces personnes-là. Les personnes qui font les échographies de grossesse également. Il y a plein de choses à savoir, notamment la première écho de grossesse, elle n'est pas obligatoirement à l'intérieur. Ça, on n'informe pas beaucoup non plus pendant la préparation à l'accouchement. Moi, ça m'est arrivé pour ma première écho, je ne savais pas, et je pensais que c'était forcément à l'intérieur, pas du tout.
Mais les professionnels, ils ne vont pas vous dire. Et parfois, c'est mal vécu quand c'est voilà, un intravaginal. Et ce n'est pas du tout une obligation, encore une fois. Et les profils de ces personnes-là, alors pour aller vite, il y a des personnes qui sont, voilà, qui sont désabusées, qui sont blasées par leur métier, qui perdent beaucoup d'humanité, de lien avec l'autre, d'empathie. Et parfois, c'est des personnes, parce que la médecine, c'est dur, donc qui se coupent de leurs émotions et puis du coup, qui deviennent plus un robot qu'un humain, finalement. Donc quand le côté humain, il n'est plus là, malheureusement, ça peut entraîner beaucoup de violence quand on n'est plus en lien avec l'autre. Il y a beaucoup de sexisme, donc du coup on ne croit pas les femmes quand elles parlent et puis on ne les considère pas comme des personnes. Et là aussi ça entraîne beaucoup de violence quand on critique ou quand il y a de la grossophobie ou quand on est dans le jugement, quand on est dans l'infantilisation, etc. Il y a des personnes qui pensent sincèrement que les mauvaises pratiques sont les bonnes, qui ne sont pas formées, et donc même si elles sont bienveillantes, elles font des violences parce qu'elles ne font pas des bonnes pratiques, que ce soit l'épisiotomie abusive, que ce soit des déclenchements abusifs, que ce soit l'expression abdominale. Et on a aussi la physiologie de l'accouchement. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Michel Audin, qui parle de la physiologie de l'accouchement. Et voilà, je vous invite à regarder ses écrits. Et certains, alors violentes en croyant bien faire, mais d'autres violentes volontairement. Ça aussi, malheureusement, il y a aussi des personnes déviantes, comme dans toute notre société. Et ça, c'est important qu'il n'y ait plus d'impunité pour ces personnes-là. Parce qu'on est vulnérable. Encore une fois, on n'est pas faible quand on est dans un cabinet gynéco, mais on est vulnérable en position gynéco, en attente de diagnostic, atteinte de pathologie, etc. Alors, est-ce que j'ai encore juste 5 minutes pour... ça va. 5 petites minutes. Donc les personnes victimes de violences obstétricales et gynécologiques, donc elles sont la plupart du temps en stress post-trauma, donc elles ont des douleurs physiques, refus d'avoir un autre enfant, refus de revoir des médecins, des peurs du médical, etc. Je vais un petit peu vite. Les bébés sont aussi victimes parce que du coup ils ont des liens qui sont faussés avec leur mère. Je vais aller un petit peu vite là-dessus. Les conjoints ou les personnes qui sont témoins de ces violences aussi, même les professionnels de santé peuvent souffrir de stress post-trauma parce qu'en fait ils sont au contact des violences, ils sont témoins et voilà, ils peuvent avoir peur pour la vie de l'autre. Donc c'est important aussi que les professionnels de santé se protègent et pensent aussi à leur santé à eux plutôt que de se couper de leurs émotions. Et les conséquences, on a donc le stress post-trauma. Je vais aller un petit peu vite et je vais vous parler des symptômes pour pouvoir les repérer pour les personnes que ça intéresse. Alors les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, c'est d'être en fatigue extrême, colère, dépression, avoir des pleurs tout le temps, avoir des images qui reviennent en boucle dans la tête, incapacité de dormir, d'hypervigilance, incapacité de retourner, que ce soit devant le cabinet gynécologique ou devant la maternité, sans avoir des crises de panique, des crises de larmes, etc. Donc ça, c'est un trouble qui est extrêmement handicapant pour sa santé et il y a des thérapies pour s'en sortir. Donc nous, à StopVogue, on pourra tout à fait vous conseiller, c'est pas du tout une fatalité et on peut s'en sortir. Donc un traumatisme, ça rend malade. Je vais aller assez vite. Et je terminerai donc en vous disant que nous, à StopVogue, on recueille des témoignages, que ce soit des victimes ou des violences, ou des témoins de ces violences, et que, voilà, que parler, c'est refuser d'être complice. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez être bénévole de l'association, c'est avec grand plaisir également. Merci beaucoup, Sonia, et je pense que le professeur Marès a plein de choses à vous répondre. Merci pour cette présentation. Et comme on a dit qu'on était dans une participation, à savoir un regard croisé, l'intérêt c'est d'avoir les deux sortes de lumière, si j'ose dire, ou les deux paires de lunettes. Alors ce que je vais vous présenter, et je dirais en riant, je l'ai dit tout à l'heure aux organisateurs et organisatrices, c'est que j'ai reçu cet ouvrage hier du Conseil de l'Ordre, qui était sur les violences, et qui était consacré intégralement à tout ce qui a été mis en place depuis 2 ans sur la prévention, la prise en charge des violences. L'idée un petit peu, c'est pas de dire qui a tort, qui a raison, c'est de se dire que
on a la chance d'être soigné en France et que les informations qu'on a, il faut les peser systématiquement pour entendre toutes les informations et le vécu de chacun. Et c'est vrai, par contre, si c'est vrai aussi que quand quelqu'un se plaint, c'est lui qui se plaint qui a raison. Par contre, on peut lui dire qu'on ne sait pas le soigner. Ça, c'est difficile. Et c'est aussi difficile à entendre. Et il y en a qui ne le vivent pas bien. Donc il faut savoir que la médecine n'est pas une thérapie magique, tout comme à la télévision. Et je dis souvent aux gens que je ne suis pas le bon Dieu et que je n'ai pas de baguette magique. Pour ceux qui guérissent tout seuls, il faut aller voir à la télévision et il faudrait arrêter ces émissions où on fait croire qu'on peut faire des choses extraordinaires simplement, parfois avec un seul comprimé. Donc ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu le travail, les réflexions qu'on a eues et vous donner un petit peu, à travers les définitions, les conclusions du rapport de la haute autorité. Et vous voyez que si vous regardez les actes de violence, ça peut être des gestes, ça peut être des propos, ça peut être des comportements. Donc ça peut être à tous les niveaux, ça c'est clair. Et ça peut concerner toutes les situations, ça peut se retrouver dans différents endroits, et je vous en dirai un mot. Alors ce que je voudrais revenir, c'est vous donner une réalité, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez qu'aller voir une consultation de gynécologie, et malheureusement on a quelques hommes qui sont arrivés, parce que les violences faites aux femmes concernent aussi les hommes. Et on vient de mettre en place dans le Gard, avec Pierre Costa qui est urologue, une association justement sur le dépistage des violences d'origine sexuelle faites par les hommes. Donc ce qui est intéressant là-dessus, c'est de se rendre compte que si vous regardez, par rapport à ce qui a été évoqué, c'est vrai que ce qui a été évoqué, c'est déjà inadmissible en soi. Mais si vous voulez, je ne me permettrai pas de donner le nom de quelques praticiens que ce soit, tant qu'il y a la présomption d'innocence. C'est un autre débat, c'est pour ça que je parlerai peut-être de l'hôpital, je ne parlerai pas d'une personne. Par respect de la personne. Par ailleurs, si vous voulez, c'est que vous voyez que 6% des femmes se plaignent. Si vous regardez le suivi des grossesses, vous voyez qu'on a 85% des femmes, et on va le retrouver après, qui se trouvent satisfaites de leur suivi de grossesse. Donc il faut peser cet équilibre. C'est-à-dire ce qui a été décrit et qui se passe est inadmissible. Ce n'est quand même pas la majorité des situations. Parce que s'il y a 200 cas de situations signalées, il faut savoir qu'il y a 5600 gynécologues qui voient en moyenne 20 patientes par jour, calculer ce que ça représente par consultation par jour sur la France. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est important. Vous voyez ici un résumé des actes qui sont qualifiés de sexistes au niveau gynécologique. Et c'est vrai qu'un des points importants, c'est la non prise en compte de la gêne de la patiente. Mais pour la gêne de la patiente, puisqu'on a des hommes, je voudrais rassurer, on aura toujours des actes et des gestes et des situations et des vécus tabous. Nous sommes tous avec notre intimité. Et chacun d'entre nous doit refaire l'histoire de l'humanité pour percevoir son identité. Rassurez-vous, pour les femmes, il y a l'examen gynécologique. Pour les hommes, croyez-moi, il y a l'examen de la prostate. Je peux vous rassurer, quand vous êtes les fesses en l'air, qu'il y a des gens qui discutent du dernier match ou de ceux qui vont faire au cinéma, c'est pas plus élégant. Ça ne veut pas dire que ça résout le problème féminin. Ça veut dire que hommes et femmes, nous vivons des situations qui sont parfois difficiles à vivre et qu'il faut les assumer et essayer de voir comment on peut optimiser cette situation. Et donc vous voyez qu'il peut y avoir des agressions sexuelles et du viol là-dessus. Alors je vous ai retrouvé un texte très ancien puisque ça remonte à Hippocrate, dans le premier serment d'Hippocrate. On l'a plus dans notre serment actuel. Vous voyez qu'il était indiqué qu'il n'y avait pas de démarche où le médecin pourrait se mettre dans une situation de violence sexuelle par rapport au patient. Donc déjà, ça existait et cette situation avait été signalée et vous voyez que ça date de fort longtemps et surtout éviter la séduction des femmes et des garçons. Ils étaient très ouverts, nos anciens. Donc ils n'avaient pas de talent là-dessus. Alors les violences en santé, il y a énormément d'éléments, je n'ai pas le temps de vous les développer.
Mais il faut savoir qu'on peut discuter de savoir ce qu'il y a autour de la violence en santé, j'ai mis sociétale. Ça peut être l'instrumentalisation des religions. Ça peut être l'instruction et l'éducation. Je vous ai mis juste 2 chiffres qui sont quand même éloquents de savoir comment la femme a été positionnée dans une situation de dépendance. Vous voyez que quand on donne le droit de vote aux femmes en 1944, eh bien, il faut arriver quand on voit que l'éducation est proposée pour les femmes, il faut que ça passe en 1924, que le droit de vote n'est qu'en 1944, etc., etc. C'était juste pour repositionner les choses. Et là, je suis allé chercher les chiffres un petit peu, et vous voyez que les violences, alors ça concerne les femmes et les hommes, mais de façon beaucoup plus importante les femmes. Pour regarder ces chiffres, c'est quand même effrayant de savoir qu'en France, une femme tous les 2 ou 3 jours est tuée dans une relation dite de couple. Donc, la réalité, elle est là. Alors, c'est quoi la violence? Ça a été abordé, je ne vais pas y revenir. Vous avez ici une définition de l'OMS. Et savoir que les violences touchent toutes les femmes de tous les milieux. Alors ça, c'est très important parce que quand j'étais à votre place, on avait l'impression que c'était certains milieux qui étaient à risque pour les femmes. J'ai découvert que tous les milieux sont concernés. Vous pouvez avoir bac plus 14, le risque, il est, j'allais dire, presque le même. En tout cas, même pour ne pas oser le dire. Et donc, vous voyez que cette démarche doit être attentive partout. Et pour vous en persuader, je vous ai mis quelque chose qui peut intéresser, puisque vous êtes étudiant, les violences dans le sport. Les violences sexuelles dans le sport. Je ne parle pas d'un match de rugby, de coupe du tournoi destination. Donc il faut savoir que ça existe à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir globalement à ce niveau. Alors, toutes les situations sont concernées, et en particulier celles par rapport à des comportements personnels de choix de vie, et il faut y faire très attention. Et vous voyez qu'au cours de l'année 2019, c'est pas vieux, 28% des hommes homosexuels se sont sentis agressés physiquement en France. C'est en France. Hein. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse sur les violences obstétricales et gynécologiques, puisqu'on avait dit d'insister aussi un peu sur les violences gynécologiques, j'y reviendrai. Alors, il faut voir que c'est un problème, et je vous ai mis le rapport de Sian ici, qui est une association qui a fait un rapport très détaillé là-dessus, et avec une démarche qui a soulevé tous ces problèmes de situation complexe au moment des accouchements. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails, mais on ne va pas faire un débat d'experts, mais il faut savoir que par exemple les positions, aucune étude internationale n'a démontré qu'il y avait une position qui était meilleure pour protéger le périnée, à la date d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, sur le plan expert, il faut s'adapter à la situation de la patiente. En fait, il faut sortir des recommandations pour adapter une attitude à une patiente dans un cas particulier. Et en ce sens-là, je vais à contre-courant de tout ce qui se passe actuellement. Où on vous dit qu'il faut respecter les recommandations. Je vous dis qu'il faut faire de la médecine personnalisée, mais de la personne, pas personnalisée. Vous verrez pourquoi, si j'ai le temps, je vous en dirai un mot. Pourquoi? Parce que la sexualité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est engagée, la sexualité est engagée dans la globalité des soins. Ça peut être pour les hommes comme pour les femmes, et donc la nécessité de libérer la parole sur un mal vécu est indispensable. Donc c'est pas je vais dire, il ne s'agit pas de le vivre comme une agression, il faut le vivre comme un échange et un partage et une réciprocité de réflexion et d'écoute. Pas de dire il y a ceux qui sont méchants et il y a ceux qui sont bons. On est tous méchants un jour ou on est tous bons un jour. Donc il faut changer notre discours là-dessus et y faire attention. Ensuite, c'est le rapport Sian, je vous l'ai mis entre guillemets, qui peut expliquer ces situations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations où, quand on est à la bourre, comme on dit, eh bien, on passe d'un patient à l'autre, et le patient, lui, dans son vécu, il a l'impression d'être quasi abandonné, ou juste qu'on lui a fait un geste pour le soigner. Il va mal le vivre, mais on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas de la violence,
et c'est ce qu'il disait, elle n'est pas volontaire de la part des soignants. Je cite Sian à ce niveau. Alors, puisqu'on m'avait parlé de la consultation médicale, je vais vous donner un petit peu le travail que j'ai mené depuis presque 35 ans, donc ça va vous amuser, vous étiez pas né. Alors, quels sont les enjeux qu'on a pour le soignant? Et j'ai mis l'usager pour changer et employer les mots à la mode. Alors, la standardisation et les recommandations, c'est nécessaire pour la sécurité au sens global. Mais quand on soigne quelqu'un, on soigne une personne. Et les recommandations peuvent ne pas être bonnes pour elle. Et c'est ça le rôle du médecin, sans quoi on ne manque pas de médecins. À ce moment-là, il suffit de mettre des bornes interactives dans toutes les régions de France. Tout le monde sait écrire son nom, son poids, sa taille, dire là où on a mal, et vous aurez le ticket avec le traitement. Donc il n'y a plus besoin, ce n'est pas cette médecine qui me paraît importante. Pourquoi? Parce que si vous regardez, que ce soit la maladie, que ce soit le traumatisme vécu, que ce soit une douleur, et je vous ai dit qu'une douleur, c'est le patient qui dit sa douleur qui a raison. Après, on peut lui dire « je ne sais pas faire » ou « je ne suis pas capable de vous soigner ». Mais c'est toujours une rupture, et c'est une rupture identitaire phénoménale, parce que toute maladie, toute agression est vécue comme une rupture par rapport à son corps et par rapport à son image personnelle. Il peut y avoir des différences entre garçons et filles, mais c'est une identité qui est remise en cause complètement. Et ça, si on n'entend pas, ben, il faut savoir l'entendre, il faut y faire attention. Et ça peut être par rapport à son histoire et à son temps. Alors, ça veut dire qu'un examen n'existe pas tant qu'on n'a pas discuté. Il faut d'abord savoir pourquoi quelqu'un vient en consultation. Tant qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on n'a pas compris pourquoi la personne vient, il n'y a pas d'examen à faire. Par contre, l'examen est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'examen peut être un outil de réassurance. Et vous avez des patientes, je vous donne un exemple puisqu'on parle d'obstétrique, qui avaient une péridurale, mais qui n'était pas bien du tout. Et j'ai dit, on était entre deux, j'ai dit à l'anesthésiste, si tu peux rester un peu à côté d'elle pendant que je vais dans une autre salle, etc. L'anesthésiste s'est mis à parler avec cette patiente, au lieu d'être verte, elle a repris des couleurs, elle s'est mise à refonctionner normalement. Donc la parole et le contact, c'est un acte thérapeutique. Mais aujourd'hui, le drame, c'est qu'on forme les gens à ne plus toucher ou à ne plus écouter parce qu'il faut aller vite. Et il faut surtout ne pas toucher. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur des violences, on a peur d'examiner les patients. Or, le contact est une réassurance et un échange de confiance. Et s'il n'y est pas, vous n'aurez pas de soins efficaces. Les gens ne se sentiront pas soignés. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le toucher vaginal, s'il est fait après 3 minutes de consultation, eh bien il est toujours mal vécu. Je vous donne des études anciennes. Et je vous ai donné un chiffre qui est l'examen par sonde endovaginale dans le centre au monde qui fait le plus d'échographie vaginale. Donc ceux qui ont la meilleure expérience de l'échographie vaginale. Ils font 100 000 consultations par an, c'est en Angleterre. Et vous voyez que même chez eux, l'expérience de la sonde endovaginale, on pensait que faire une échographie endovaginale, ça allait remplacer l'examen du gynécologue. C'est pas mieux. Alors pourquoi? Parce que l'examen, il y a le regard, la parole et les gestes. Alors le regard, je vous laisse lire ceci, c'est une patiente qui a consulté en 2015 avec des techniques modernes, c'est-à-dire jeune médecin, devant son ordinateur, il fait tout sur son ordinateur, et regardez la fin. À la fin de la consultation, je vois enfin son visage. Elle regarde l'écran de son ordinateur, et au moment de nous séparer, elle a souri avec un très beau sourire, j'ai failli le rater. Vous voyez où on en est. Alors c'est vrai que c'est de la violence. Ensuite, le regard du médecin, il doit avoir une portée. Une portée, c'est-à-dire qu'il doit donner un sentiment d'être reconnu ou respecté, au moins à ce niveau. Et à défaut de traduire une signification vis-à-vis des patients pour leur faire croire et comprendre qu'on a besoin d'échanger avec eux. Et il faut arriver à obtenir cette confiance.
et que le geste qu'on donne, il témoigne que le patient, pour nous, a de la valeur et une importance. Je vais un peu vite pour pas trop traîner, mais... Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des mots ou des regards qui déstabilisent. Et ça, c'est très important. Alors ça peut être tout bêtement parce que le médecin lui-même est déstabilisé par une lésion qu'il voit. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre et qu'on travaille sur des techniques de simulation, parce qu'il faut apprendre, mon patron disait, il faut avoir l'asepsie du regard. C'est-à-dire le regard, la patiente ou le patient, il sait qu'il a quelque chose. Donc il ne vient pas quelqu'un qui vient pour avoir de l'émoi. Il vient quelqu'un qui va lui dire, ben, vous avez quelque chose, on va essayer de s'en occuper ensemble. Il a besoin, c'est un petit peu comme quand vous êtes en montagne, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dise, moi j'ai peur de la pente, vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, on va passer une corde et on va marcher ensemble. C'est ça, le rôle de la rencontre. Alors, au-delà de tout ça, il y a la communication non verbale, je n'ai pas le temps de vous le développer, et c'est un élément essentiel, et pour moi c'est un vrai espace éthique qui nécessite une formation réelle à ce niveau-là. Et si on n'a pas de communication non verbale, c'est très difficile d'avoir une vraie communication avec les patients à ce niveau-là. Donc, peut-on avoir une parole crédible dans une communication non verbale sécurisante? Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Ben voilà, on a mis en place des simulations où on met les gens en situation, mais dites-vous bien que même si on a fait de la simulation, rien n'est tel que quand on est face à face avec quelqu'un. On peut avoir fait toutes les simulations de la Terre, tant qu'on n'est pas face à face avec quelqu'un, ben c'est autre chose qui va se passer. Donc, il faut une formation qui est du médecin, mais en fait, quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que le soignant se forme lui-même à une autre dimension qui est celle du respect de l'autre. Et ça, ce n'est pas une affaire de sexe. Il y a des femmes qui sont très dures, il y a des hommes qui sont moins durs vis-à-vis de la relation, et parce que parfois, il y en a certains qui partent de leur expérience. Quand on est soignant, on va chercher l'expérience de l'autre. Après, on peut lui donner des propositions. Mais on n'analyse pas sa situation par rapport à notre expérience personnelle. Donc, il y a quelques principes à respecter. La dignité des gens, la rigueur et le respect. Et c'est pour ça qu'en gynécologie, je travaille toujours avec une blouse. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la transmission du savoir. Si je suis là, c'est parce que j'ai appris et que j'ai été avec des enseignants qui étaient à côté de moi, avec des patients. Au Canada, puisque vous avez évoqué le problème du Canada, au Canada, il y a des assistants enseignants qui sont des patientes qui participent à l'examen et qui disent ben, l'examen gynéco, vous l'avez mal fait. C'est pas évident, hein, mais elles acceptent d'être examinées et de dire leur avis. Donc, ce qui était important, vous voyez que bien avant l'examen gynécologique ou l'examen obstétrical, c'est l'écoute de la question non dite et pourtant qu'il faut découvrir, parce que ce qu'il faut savoir, et ça, je ne vais pas vous trop le développer, c'est qu'il faut savoir que parmi un grand nombre de femmes, un grand nombre malheureusement, ont vécu des situations d'agression bien avant la consultation gynécologique. Et dans les douleurs pelviennes par exemple, 25% des femmes ont été concernées par une agression physique. Donc, preuve que ça peut arriver, simplement, après, il faut faire un marché. C'est-à-dire que je leur ai dit, si vous revenez, soit vous êtes allé voir un confrère et vous avez eu votre examen, soit si vous revenez, compte tenu de votre situation, de ce que vous m'avez dit, il faudra faire un examen. Voilà. Mais c'est un marché, il faut être clair, il faut être à l'écoute, mais en même temps, il faut assumer sa fonction de professionnel. Et il faut savoir que parfois, on n'est pas compétent seul. Il faut travailler avec un groupe de gens, ce qu'on appelle des approches pluridisciplinaires, à ce niveau-là, pour déboucher sur une approche où la femme est co-acteur de sa thérapeutique. Parce que si elle n'est pas participante, mais c'est vrai pour les hommes, hein, les hommes, s'ils n'ont pas participé à leur prise en charge, les traitements de l'hypertension sont mal suivis parce qu'ils n'ont pas été suffisamment expliqués ou qu'on n'en a pas mesuré la pathologie. Et donc, le médecin se situe en conseiller, en opérateur parfois, parce que lorsqu'il faut opérer, ben, il faut bien opérer, et il faut opérer.
et surtout en accompagnant du suivi, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas les gens une fois qu'on les a opérés ou qu'on les a soignés. Donc vous voyez que j'aimerais vous amener à réfléchir, parce qu'on vous vend, et on nous vend sur les réseaux sociaux, de la médecine personnalisée. C'est un jeu de mots qui est une duperie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la médecine qui soigne la personne dans sa globalité. On soigne les paramètres personnels d'une personne en analysant son carte génétique, par exemple. C'est-à-dire qu'on va analyser ses caractéristiques hépatiques, ses enzymes, etc. Donc on fait un traitement personnalisé et ciblé pour la patiente, mais qui n'a rien à voir avec une médecine qui prend en charge globalement, qu'on appelle intégrative, narrative, appelez-la comme vous voulez. Je suis d'une formation de l'école de Montpellier où on avait une médecine classique, où on commençait par parler avec les gens, et ensuite on les examinait, et qui débouche sur cette approche de la singularité subjective de chacun. Et tant qu'on n'a pas fait ça, je suis chirurgien. Je suis un chirurgien, et chirurgien. Donc si vous voulez, mais on peut être à la fois chirurgien et capable de parler. Et donc, vous voyez qu'on débouche sur une médecine de la personne. Ça n'a rien à voir avec la médecine personnalisée. Et donc, d'un côté, vous avez cette médecine personnalisée hyper sophistiquée qui fait rêver et fantasmer en disant on va vous soigner avec le médicament qui vous va. Et de l'autre côté, l'utopie d'une parfaite santé. Nous sommes tous avec une épine au fond du pied. Tous, quel que soit. Il suffit d'attendre un peu, vous aurez l'arthrose, vous aurez mal au ventre, vous aurez quelque chose. On a tous quelque chose quelque part. Donc cette définition, et je vous renvoie, c'est un symposium des psychologues là-dessus, et bien vous vous rendez compte que cette utopie de la santé parfaite, c'est le danger. Et ça aussi, c'est un deuxième danger. Et ce qui me paraît important, c'est le concept de médecine de la personne qui a été développé par un médecin suisse qui s'appelle Paul Tournier, et qui est repris maintenant, alors ça revient des États-Unis avec la médecine narrative, la médecine intégrative, appelez-la comme vous voulez. C'est la médecine qui respecte quelqu'un qui est en face de vous et qui essaie de prendre en charge à ce niveau. Et pour moi, si vous voulez, puisqu'on était là pour discuter et faire des regards croisés, on va y revenir sur plein de questions, eh bien c'est que nous avons tous à apprendre, rien n'est définitif. Ce que je vous dis là, j'aurais été incapable de vous le dire quand je finissais mon internat en médecine. Donc croire que ça va être acquis, c'est un leurre. C'est qu'on l'apprend au fur et à mesure les uns des autres. Et comme le disait quelqu'un, 1000 patients nous apprennent plus que 1000 livres. Donc c'est ça qui est important, c'est cette éducation mutuelle en ayant un échange de paroles où on peut dire, on peut entendre dire, voilà pourquoi j'ai vécu cette situation mal vécue. Je donne souvent l'exemple des joueurs de rugby. Maintenant, il y a des femmes qui jouent au rugby, donc il y a une majorité de femmes dans la salle. Si vous voulez, sur le plan pratique, quand vous regardez, si vous prenez un coup comme un joueur de rugby sur un match de rugby, vous vous dites rien, et vous continuez. Quand vous prenez le même coup d'épaule dans la rue, vous vous dites quelle est la brute qui était là. Donc il faut se remettre en contexte, et nous avons l'émetteur et le récepteur à éduquer, et nous avons à nous éduquer mutuellement. C'est un petit peu ce que je propose qu'on discute après, parce que j'avais d'autres choses. Mais voilà. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour ces interventions. Alors, moi, du coup, il y a une question qui me vient d'emblée. Je ne sais pas lequel d'entre vous va pouvoir répondre à cette question, mais on parlait du déni tout à l'heure. Et on parlait du déni des professionnels de santé. Et je me demandais si, du coup, puisqu'en même temps, on parlait du nombre de plaintes classées sans suite, ou alors des médecins qui sont accusés de nombreuses violences et qui exercent toujours, je me demande s'il n'y a pas aussi un déni du côté de la justice, et que du coup, effectivement, si la justice est là pour dire ça, ce que vous avez fait, c'est bien, et ça, c'est pas bien, ben forcément, ça va entraîner un déni du côté des professionnels de santé. Et du coup, ma question, c'est où est l'ordre des médecins dans tout ça, dans toutes ces questions-là, dans toute cette question du respect dont parlait le professeur, et dans cette question de la dénonciation des violences.
le professeur tout à l'heure, il a parlé du serment d'Hippocrate et justement du fait qu'il ne faut pas nuire en médecine, donc ça c'est extrêmement important. Malheureusement, il y en a qui nuisent, ça c'est une réalité. Après, ce qui serait bien, c'est que ces personnes qui nuisent, elles soient empêchées de nuire. Ça, ce serait encore mieux. Malheureusement, alors c'est pas Stop Vogue qui le dit, hein, c'est la Cour des comptes qui dit justement que l'Ordre des médecins a de graves défaillances concernant la gestion des plaintes des patientes à caractère sexuel. Donc je vous dis, hein, je vous renvoie vers une petite vidéo qui dure 2-3 minutes sur leur rapport de présentation. Il y a aussi il y a eu une enquête du journal Le Jour par Pierre Bafoil, qui est un journaliste brillant, qui a enquêté sur l'Ordre des médecins également. Et c'est vrai que c'est... j'ai pas d'autre mot que le mot lunaire quand on met son nez dedans, parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y a voilà, l'Ordre des médecins, ça serait très 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 bien qu'il y ait davantage de sanctions, en fait, parce que ce sont des praticiens, en fait. En fait, il faut comprendre, c'est pas le fait qu'on dénonce ces violences qui entraînent une méfiance des patientes et des patients, c'est en fait ces violences qui entraînent cette défiance. Et le fait que beaucoup de personnes ne veulent plus... il y a une enquête de l'IFOP dernièrement qui disait qu'il y a 60% des femmes qui ont déjà renoncé à leurs soins en gynécologie. Et c'est vrai que ces violences, elles entraînent le fait qu'on n'a plus envie de retourner voir des professionnels et que c'est une perte de chance pour notre santé. Et c'est vrai que si jamais il y avait des sanctions envers des professionnels qui font mal leur métier et qui nuisent, ça entraînerait beaucoup plus de confiance, vous avez raison. Et c'est vrai que vous avez raison également, c'est que tant que notre justice, eh ben, elle va faire du déni et elle ne va pas sanctionner non plus ces professionnels de santé. Là, par exemple, il y a l'affaire du Val d'Oise, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est un gynécologue qui a 130 plaintes, plus de 130 plaintes pour viol et agression sexuelle. C'était quand même pas mal, 130. Alors c'est vrai que vous disiez que les professionnels de santé, ils ont beaucoup de consultations et que du coup 200 c'est pas beaucoup. Enfin nous, 200 c'est par mois qu'on en reçoit, puis c'est extrêmement grave. Et puis là en l'occurrence il y a 130 plaintes au pénal. Alors est-ce qu'un médecin a le droit d'un pourcentage de viol? Je ne crois pas. Il n'y a pas le droit, même s'il a eu beaucoup de patientes, il n'a pas le droit de violer même une seule fois une personne. Et ça, c'est important de se rendre compte que c'est pas parce que c'est un médecin qu'il a un pourcentage de méfaits possibles. Ça, c'est important. Donc voilà, c'est juste par rapport à c'est sûr, ce déni de justice, à ces plaintes cassées sans suite et à l'ordre des médecins qui est malheureusement problématique actuellement, selon la Cour des comptes, encore une fois. Alors, la Cour des comptes, qu'elle s'occupe des comptes, c'est déjà pas mal. Qu'elle s'occupe de l'organisation de la société, c'est un autre débat. Donc, parce qu'elle aussi, elle a quelques problèmes sur le dos. Donc, sur le plan pratique, ce que je voudrais revenir, c'est qu'il n'y a plus de déni, je ne crois pas à ça. Par contre, c'est vrai que ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas un mot qui puisse justifier qu'un médecin abuse d'une patiente. Il n'y a pas un seul mot. Par contre, il faut être attentif. Nous, on a eu dans le Gard plusieurs problèmes, où en fait, il y a eu des plaintes qui étaient évoquées de viol. En fait, c'était deux dames qui avaient vécu avec le médecin, en fait, et qui ont été dégoûtées, et qui, en fait, avaient une autre approche. Et pour ça, pour dire que les approches, par exemple, vous avez évoqué le problème de l'hôpital Foch, il ne s'agit pas de critiquer d'un côté, si vous voulez, il y a des vécus, mais comme l'a dit le rapport Sian, il n'y a pas de viol, il y a une agression. Ça, c'est vrai qu'il y a peut-être des agressions, et je veux bien l'entendre. Par contre, si vous voulez, d'un côté, vous avez ces plaintes-là, de l'autre côté, et c'est le rôle d'avoir une position qui essaie d'être à l'écoute des deux informations possibles, c'est que vous aviez des associations de femmes qui plaidaient pour que ce médecin continue d'opérer parce qu'elle voulait être opérée par lui. Donc, si vous voulez, le Conseil de l'Ordre, lorsqu'il reçoit, il reçoit ces deux types d'informations. Donc, c'est pas évident de prendre une décision, et c'est pour ça que je ne me permets jamais de citer de nom, tant qu'il n'y a pas eu une expertise faite, et qu'on peut parler de déviation, on peut parler de comportement inadéquat, on peut parler de violence, je suis d'accord. Ensuite, il y a celui qui fait une violence, je dirais, par mépris, parce qu'il est violent. Et puis, il y a peut-être un comportement, et ça, je suis d'accord, il faut qu'on apprenne. Et si j'ai mis en place ces formations, mais si vous voulez, par exemple, les formations, c'est autant pour les médecins
posez-vous la question, pourquoi il n'y a que même pas 25% des jeunes femmes qui suivent la préparation à l'accouchement, qui est gratuite en France. Même pas 25% qui suivent les préparations faites par les sages-femmes. Ça fait des années qu'on se bat. C'est vrai que juste pour dire, pour la préparation à l'accouchement, moi je l'ai suivie et je trouve qu'elle est vraiment pas suffisante. Enfin, on ne parle pas des droits des patientes, on ne parle pas des bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui manquent, et même moi qui ai fait ma préparation à l'accouchement, qui ai subi des violences à l'accouchement, donc c'est pour ça que j'essaie d'expliquer que ça n'a aucun lien. Et c'est surtout, c'est important de se renseigner par soi-même. Et concernant l'ordre des médecins, vous avez des affaires, par exemple, qui ont été très connues, hein, le Squarneck, qui était un pédocriminel. Donc moi, je cite des noms parce que c'est des gens qui ont été condamnés. Il y a la Azouz aussi, ou je ne sais plus exactement son nom. Donc vous avez des affaires, et clairement, c'était des faits extrêmement graves. Et l'ordre des médecins a lâché ces gens-là seulement à partir du moment où ils ont été condamnés en justice, mais alors plus au bout de on ne sait pas combien d'années. Donc malheureusement, l'ordre des médecins s'auto-saisit pour des choses qui ne concernent pas en tout cas les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les patientes. Voilà, c'est juste une remarque. Est-ce que vous avez d'autres... Je crois qu'il voulait intervenir. Oui, du coup, merci pour vos interventions. C'est vrai que nous, on travaille en ce moment sur un dossier justement qui fait réfléchir sur tout ce qui est éthique et déontologie donc, médicale. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas employé ce mot ce soir, la déontologie. On a vaguement parlé d'éthique. Enfin bon, j'aimerais juste vous citer une petite phrase de Brigitte Bouquet, que vous connaissez peut-être, qui a écrit Éthique et travail social, dans lequel elle dit « Voisine de la morale, mais aussi de la déontologie, nous dirons que l'éthique, contrairement à celle-ci, ne donne pas de réponse visant à l'universalité, qu'elle ne forme pas des principes, mais plutôt remet en question la façon dont ces derniers sont actualisés et réactualisés dans les situations rencontrées. » Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça me fait penser à ce que vous disiez sur les bonnes pratiques. Et finalement, ça questionne aussi ces questionnements éthiques, évidemment, les violences en font partie. Dans le cas des professionnels qui ne se rendent pas compte, évidemment, pas ceux qui sont dans le but là. Mais tout ça pour dire que la déontologie en soi, c'est déjà un cadre prévu pour des sanctions en cas de non-respect justement de tout ce qu'on a évoqué. Oui. Donc c'est pour ça quand on dit que, ça m'a un peu tiqué, même avec ma collègue, on s'est dit c'est vrai que pourquoi il n'y a pas de sanction alors que pourtant l'ordre des médecins, on fait justement une liste de toutes les choses qui seraient sanctionnables. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ça, voir un peu... La réponse, elle est qu'en fait, vous avez une condamnation lorsque vous avez des preuves. Et toute la difficulté, c'est d'avoir des preuves formelles. Et donc, si vous voulez, soit c'est la répétition de plaintes qui mettent en situation de se dire il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Parce que quand vous avez quelqu'un qui se plaint d'un geste ou d'une attitude, vous ne pouvez pas savoir si c'est réellement passé. Alors vous êtes obligé, de croire, comme je vous l'ai dit, la première des démarches, c'est de dire ce que la personne dit, elle a raison. Maintenant, il faut le démontrer formellement pour faire une condamnation, parce que moi j'ai vu des gens aussi qui sont sortis de leur cabinet avec des menottes, alors qu'ils ont été, j'allais dire, libérés après coup, parce que c'était une fausse dénonciation. Donc, si vous voulez, quand vous avez un médecin qui a travaillé 30 ans dans un village et que sa famille le voit sortir avec des menottes de son cabinet, c'est de la violence aussi. Alors, ça n'excuse pas les autres violences. Hein. Attendez, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Le but, c'est d'essayer d'être le plus rigoureux, le plus honnête, avec une démarche qui soit efficace. C'est-à-dire, c'est pas admissible que quelqu'un puisse, parce qu'il est soignant, abuser de quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à l'imaginer à l'âge que j'ai. Donc, si vous voulez, c'est insupportable. C'est inadmissible et ça ne doit pas se voir. Mais il faut savoir que vous avez les violences, quand je vous ai parlé de jeunes femmes, et alors ça existe chez les garçons, hein, qui peuvent avoir été violés dans l'enfance. Et c'est près de 15% dans le milieu familial. Il m'a fallu attendre d'être en médecine pour le découvrir, lors d'une rencontre avec des Canadiens d'ailleurs. Et je ne pouvais pas imaginer qu'en France, dans le milieu familial, il y avait jusqu'à 15% d'enfants, en particulier de filles, qui étaient abusés
par des gens de l'environnement familial. Donc, il faut l'entendre en sachant que ces personnes-là vont toujours vivre quelque chose qui sera toujours difficile à exprimer, parce qu'elles ne peuvent pas le dire, donc il faut presque avoir une intuition de quelque chose à protéger chez elles, parce qu'il faut les respecter dans leur intégrité et dans leur difficulté à gérer cette situation. Mais c'est pas simple, hein, c'est compliqué, c'est compliqué. Si je peux me permettre, c'est vrai que faut vraiment faire attention, parce que ça, c'est ce qu'on a beaucoup comme retour des professionnels de santé qui mélangent un peu les 15% de victimes de viol, et puis il y aurait, mais il n'y a pas d'études, mais ça sort souvent du chapeau, les 15% de violences obstétricales gynéco, puis du coup ça fait égal. Il faut faire très très attention à ne pas mélanger non plus en disant que ce seraient des personnes qui auraient vécu ça comme des violences, que ça n'en serait pas. Il faut faire vraiment attention, parce que là pour le coup c'est beaucoup de déni. Je vais donner un exemple, par exemple, il y a une affaire actuellement qui a été médiatisée, c'est l'affaire du Val d'Oise. Donc ça, c'est un gynécologue qui est accusé de viol, d'agression sexuelle, je vous dis, sur 130 personnes, 130 femmes, et ça, le déni de justice, il est réel, parce qu'en fait, l'instruction est ouverte depuis plus de 8 ans. Donc malheureusement, non. Et puis, juste par rapport au code de déontologie, ce que vous disiez, pour votre information, la loi Kouchner, donc c'est dans le code de déontologie, il n'y a aucune sanction derrière. Donc en fait, la réalité, c'est ça, c'est-à-dire que faut respecter le consentement, c'est le code de déontologie, mais derrière, il n'y a aucune sanction. Donc nous, on voudrait changer ça aussi, parce que c'est sûr que si on parle de la bientraitance, si on parle de la santé des femmes, des enfants, des filles, des personnes LGBT, etc., c'est très bien, mais malheureusement, il y a des personnes, des professionnels de santé, pour qu'ils puissent respecter la loi, la déontologie, il faut qu'il y ait des sanctions derrière, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, donc en l'occurrence, c'est la raison d'absence de sanctions, par exemple. C'est qu'elle n'existe pas. Alors après, c'est des condamnations civiles, comme on dit, qui sont dans un autre domaine. Et si vous travaillez sur l'éthique, ça m'intéresse, on pourra en débattre, parce que c'est un sujet qui m'est cher, puisqu'on avait organisé avec l'Académie de Nîmes un congrès sur la singularité et l'éthique des soins. Donc, si ça vous dit, on pourra citer avec le professeur Bernard Michel, qui était à Montpellier. Et pour vous dire les difficultés qu'on a à gérer, c'est que, par exemple, et c'est un travail qui a été fait par c'est une sage-femme, alors je crois que c'est d'Angers, je peux vous les donner les références, et qui a démontré que, par exemple, après un accouchement par césarienne, vous êtes bien assis tous, il y avait quasiment autant de douleurs du périnée qu'après un accouchement par voie basse. Ça vous dit quelque chose, ça? Ce qui vous montre la complexité de la douleur. Et je vous donnerai les chiffres si vous voulez. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, non pas parce que la douleur est là, mais c'est parce que ça veut dire que la perception du corps dans sa douleur est quelque chose de complexe. Et que c'est trop facile de désigner un fautif. C'est-à-dire qu'on est là en train de travailler ensemble. Moi, mon souhait, c'est qu'on reparte avec de la confiance rétablie entre les soignants et les non-soignants, en sachant que tous, même ceux qui sont du côté ici, un jour on est en position d'être soignés. D'accord ? Il ne faut jamais l'oublier. On est tous en position d'être soignés. Et un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, on y sera tous. Que ce soit en fin de vie ou que ce soit parce qu'on se casse la jambe au ski. J'ai une jeune collègue qui s'est cassé la figure au ski. Je veux dire, voilà. Donc les soins et je peux vous dire même que je suis sorti un jour contre avis médical parce qu'on ne s'occupait pas de mes douleurs alors que j'étais hospitalisé. Mais c'est pas c'est pas grave. Si, et ça montre qu'il faut être attentif et qu'on a à progresser ensemble et qu'il y aura toujours à progresser. Hein. Ce ne sera jamais acquis, alors ça je peux vous le dire, rien n'est acquis. Chaque génération doit réinventer son histoire. Et ça, s'il y a un message, c'est transmettre cette éducation les générations les unes aux autres. Oui, allez-y, au contraire, si vous parlez, à vous. Vous voulez pas allez-y, parce que si c'est enregistré. Mais mon micro est pas assez long, mon fil est pas. Eh bien, approchez-vous. Oui, merci. Ma question, c'est par rapport à la médicalisation et son lien avec les violences obstétricales. Je suis mexicaine et j'ai fait des recherches par rapport à la violence obstétricale dans mon pays. Et les liens, c'est très clair
en fonction de qu'il n'y a pas d'information, de qu'il n'y a pas de consentement informé, c'est ça. Et je voulais savoir, vous n'avez pas vraiment parlé de surmédicalisation. Et aussi, il y a beaucoup de césariennes, et vous avez évoqué maintenant le problème de la césarienne, de l'épisiotomie, voilà. Et je voulais savoir pourquoi ça change en France, pourquoi on ne parle pas de surmédicalisation de l'accouchement. En fait, j'en ai parlé, mais c'est vrai peut-être pas assez. Donc j'ai parlé beaucoup du consentement, et en fait j'ai mentionné l'étude, non, vous étiez déjà arrivé, l'étude du Monde, du journal du Monde, qui en fait indique tous les taux de césarienne, etc. par maternité. Et donc là, on se rend compte en fait que les taux, ils ne sont pas du tout les mêmes en fonction des régions. Et j'ai donné l'exemple de l'épisiotomie, mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, et puis vous le remarquez parce que vous êtes étrangère, en France, on a l'accouchement un des plus médicalisés au monde. Alors, le professeur a dit à juste titre qu'on a un super système de santé, dans le sens on a la sécurité sociale, on a une médecine extrêmement technique, mais de l'étranger, moi quand je discute avec des gens de l'étranger, que ce soit des sages-femmes, des médecins, on a une médecine qui est vue comme maltraitante, pas bienveillante, parce qu'elle est extrêmement technique et qu'en fait, alors c'est bien qu'elle soit extrêmement technique, mais elle pêche aussi en technicité malheureusement, parce que quand on est sexiste et qu'on n'écoute pas les patientes, et ben, du coup on ne les croit pas et du coup on ne les soigne pas. Voyez, donc la technicité toute seule, elle est... voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais en France, nous, on a un accouchement qui est un des plus médicalisés au monde. Et en fait, ça, c'est difficile pour les Françaises d'entendre ça. Mais ici, en fait, on a des actes, c'est pour ça que je parlais, des actes médicaux qui ne sont pas en accord avec les besoins des femmes. Et clairement, ça, ce sont des violences. Parce que quand on déclenche des femmes pour rien, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça fait des contractions qui sont beaucoup plus douloureuses. Ça fait des bébés qui n'ont pas décidé de sortir. Quand le corps il a décidé de ne pas s'ouvrir, il ne s'ouvre pas. Enfin, même si la médecine elle a envie, ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, ça fait 4 à 5 fois plus de césariennes. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir sur la physiologie de l'accouchement, ce que je disais, et sur le fait que malheureusement, dans nos maternités actuellement, on déclenche beaucoup de femmes parce que il y a un film de Nina Nart qui est sorti, Faut pas pousser, où il y a la chef de la maternité de l'hôpital américain qui expliquait que de toute façon, oui, tous les jours, il fallait qu'elle déclenche tant de femmes, parce que sinon, son service ne tournait pas, parce que si elle n'avait pas tant de femmes déclenchées qui accouchaient tous les jours, ça ne marchait pas. Donc, il faut juste comprendre que ça, ce sont des déclenchements, c'est officiel, hein, c'est des déclenchements qui ont lieu, pas dans le sens, dans les besoins des femmes. Donc, on peut parler d'éthique, on peut parler de respect, etc. C'est important de respecter les besoins physiques des femmes quand elles accouchent, parce que du coup, ça entraîne, encore une fois, beaucoup plus de douleurs, des césariennes quand ça ne s'ouvre pas, beaucoup plus de complications, et à la fin, les femmes, elles vont dire « Oh là là, on m'a sauvé la vie ». Non, si on n'avait pas fait un déclenchement pour rien, si on n'avait pas percé la poche des os pour rien, si on n'avait pas fait des touchés vaginaux dans tous les sens. Et puis, en France, il y a quelque chose aussi que vous ne connaissez pas, je pense, au Mexique, c'est qu'en fait, nous, les femmes, on les laisse pousser seulement une demi-heure, et c'est tout. Et après, on appelle le gynéco. Donc vous voyez, ça non plus, c'est pas dans les autres pays, malheureusement. C'est qu'en France, on a décidé qu'il fallait aller vite. Dans d'autres pays, les femmes, elles ont 1 heure, elles ont 2 heures, elles ont beaucoup plus de temps. On leur laisse le temps d'accoucher. En fait, en France, on ne laisse pas aux femmes, malheureusement de manière générale, hein, je parle pas, il y a des cas où on va respecter la physiologie, mais c'est extrêmement rare. En France, on va vouloir aller beaucoup plus vite. Et donc, on va, voilà, elles ont le droit de pousser pendant une demi-heure, c'est tout, et après, sinon, on appelle le gynéco. Et ça, vraiment, ça entraîne une hyper-médicalisation, malheureusement, et des violences obstétricales accrues. Alors, c'est en partie vrai, mais je vais dire, je connais quand même quelques maternités, c'est pas du tout comme ça. Et la physiologie, et où on essaie de faire justement de la médicalisation adaptée à la femme et à son cas. Mais ça impose quelque chose. C'est les Anglais qui ont publié que lorsque les femmes accouchaient la nuit, il y avait plus de casse et pour les femmes et pour les enfants. Donc c'est un peu l'outil dont s'est servi le médecin qui a dû répondre de l'hôpital américain pour dire qu'il vaut mieux avoir un accouchement quand toute l'équipe est présente. Et donc ça a justifié à certains des déclenchements abusifs. Et ça, je suis d'accord.
Mais je crois qu'en France, si on est dans les maternités, ces débats-là, on les a eus il y a 10 ans. Et c'est vrai que quand on regarde, aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation du taux de césarienne en France. Il n'y a pas d'augmentation du taux de césarienne en France. Et on a un nombre de suivis qui se passe bien. Et ensuite, quand vous regardez des résultats globaux, je n'ai pas en tête les résultats du monde, c'est que si vous comparez, je sais pas moi, le CHU de Montpellier, puisqu'on est à Montpellier, et l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, s'ils ont le même taux de césarienne, il y en a un qui ne marche pas bien, c'est celui de Bagnols. Pourquoi? Parce qu'à Montpellier, on garde des grossesses et on laisse naître des enfants qui sont à 24 semaines à peine. Mais ceux-là ont fait des césariennes qui sont difficiles, qui sont agressives, techniquement agressives pour la femme, agressives pour l'enfant, et techniquement difficiles pour l'opérateur. Mais si vous voulez, ces enfants ne seraient pas vivants. Quand j'ai commencé mes études, jusqu'à 25 semaines, entre guillemets, quand il y avait des signes d'anomalie de la grossesse, eh bien on laissait mourir in utero. Aujourd'hui, à 25 semaines, un enfant, il est possible de l'extraire par césarienne, et les progrès de la néonatologie lui permettent d'avoir un avenir. Ce qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Et par contre, si vous voulez, il y a des paradoxes inadmissibles. C'est le Brésil qui avait 75% de césarienne. Ça n'a rien à voir avec de la médecine. Donc si vous voulez, il faut avoir, quand vous analysez des résultats, il faut avoir toujours cet esprit critique et d'équilibre. C'est-à-dire que le taux de césarienne qui sera fait dans un CHU comme celui de Montpellier sera supérieur à celui d'un hôpital de niveau 2, puisqu'en France on a 3 niveaux, ou de niveau 1. Parce que c'est pour ça, et celui qui est en niveau 1, il ne faut pas dire « moi je ne fais pas de césarienne », parce que s'il en fait, ça doit être exceptionnel. Et s'il en fait trop, c'est qu'il ne travaille pas bien sur le plan médical. Donc vous voyez, c'est facile de stigmatiser un endroit, mais il faut toujours positionner les éléments avec si vous voulez, une analyse statistique n'a de valeur que quand vous l'enrichissez de paramètres complémentaires autour. Pour l'éthique, c'est pareil. On n'a pas la réponse. Si quelqu'un avait la réponse, ça serait trop simple. Si je peux juste rajouter quelque chose, alors pour contrer entre guillemets le fait voilà, qu'il y a une maternité niveau 1 niveau 3. Pour votre information, je ne sais pas si vous avez, donc il y a la mortalité infantile en France, donc qui est extrêmement mauvaise. Alors il faudrait regarder mais c'est vrai qu'on a une médecine technique, etc. Mais voilà, je regardais cet article. Donc vous avez une hausse depuis 2005 en France. Donc chiffre très inquiétant. En fait, au niveau, faut regarder en fait. Je regarderai, je vous donnerai le lien si vous voulez. Mais la France est 25e au niveau de la mortalité infantile. Et donc ça a plutôt tendance à augmenter malheureusement ce taux-là depuis 2013, c'est ce qui s'explique dans l'article. Donc j'entends qu'il faut faire attention en fonction de la maternité, etc. Mais c'est surtout qu'on est malheureusement vu comme mauvais élèves, notamment pour la maternité infantile en France. Voilà, il faudrait se poser des questions et peut-être justement que l'hypermédicalisation et le fait qu'on fasse voilà, tous ces actes qui ne sont pas nécessaires pour les femmes de manière générale, hein, je ne connais pas exactement voilà, les établissements où vous travaillez, mais ça peut justement expliquer le fait que cette mortalité infantile soit si mauvaise en France.